Salut, je m'appelle Maxime Dumontier, je suis comédien. Je veux vous parler de quelque chose qu'on parle beaucoup dans les journaux et à la télé, mais que je trouve qu'on parle pas assez entre nous autres, c'est les accidents de la route. Je suis pas ici pour faire de la morale, mais je sais qu'on a toute une histoire à raconter là-dessus. Puis je sais aussi qu'à notre âge, on n'est pas censé mourir. Le vidéoclip que tu viens de voir, c'est à boîte du cinéma, mais c'est inspiré de l'histoire de tellement de jeunes qui se reproduisent chaque année. La réalité, quand on la regarde en pleine face, ça fait mal. C'est les accidents de la route qui tuent le plus de jeunes de moins de 25 ans, avec le suicide. Là, je te parle pas de météo, ni de conditions de la route, de malchance ou de hasard. Je te parle de ce qui se passe derrière le volant. Parce que la première cause des accidents, c'est ta façon de conduire. Si tu roules trop vite, que tu as bu, consommé de la drogue, que tu es fatigué, que ce soit ta vie, celle d'un proche, celle d'un inconnu ou de ton meilleur chum, l'accident ne te donne pas de deuxième chance. Fait que tu as le pouvoir de modifier le cours des choses, le pouvoir de tout changer. Moi, c'est Joël Gendron-Grondine. Je suis une personne de Québec. J'ai étudié au Cégep Sainte-Foy en technologie forestière, en sciences forestières, pour pouvoir appliquer dans ce domaine-là par la suite. Puis pendant mes études, j'avais déjà commencé à travailler en forêt pour une firme d'ingénieurs consultants en foresterie. Puis quand j'ai fini mes études, c'est sûr, on s'est fait une couple d'amis proches. Puis François, c'était un de mes amis que j'avais fait rentrer pour la firme d'ingénieurs pour laquelle je travaillais. Puis on arrive le 26 avril 2006, porter le dernier travail final à l'école. Dans le fond, nos diplômes, nos examens... Le diplôme s'en venait, les examens étaient finis. Puis ce qui est arrivé, c'est qu'on est allé essayer sa voiture qui avait été modifiée. L'asphalte était gelé, puis il a pris la courbe sur l'autoroute du Vallon à partir du chemin Sainte-Foy un peu trop vite. C'est là que le derrière de la voiture a dérapé. On n'a pas dérapé assez longtemps pour que ça nous ralentisse. On a percuté un garde-fou de plein fouet. Ça a traversé l'auto bord en bord. Puis c'est dommage parce que François il a reçu le garde-fou. Il est quasiment mort sur le coup. Ils disent que j'ai été victime de témérité au volant. Ils ont bien raison. Pour Joël, c'est la vitesse qui a changé sa vie à jamais, puis qui a tué un de ses chums qui voulait tester ses limites. Plus tu mets la pédale au fond, moins ton corps va être capable d'encaisser le choc si tu te plantes. Le triple de la vitesse chez les moins de 25 ans, ça fait un décès de la route sur 2. Pense-y, là. Un impact à 100 km/h, c'est comme si tu tombais du 12e étage. Imagine à 140. Puis si t'es pas attaché, quand le char va tout arrêter d'un coup, là, toi, tu vas continuer à avancer à la même vitesse que tu roulais. Puis là, tu vas aller t'écraser contre le tableau de bord, contre le volant, contre le pare-brise, sur un autre passager ou non, tu vas être éjecté du véhicule. C'est vraiment quelque chose qui te tente, ça? Fait que je te dis ça à toute ta tête, mais pas pour défoncer ta vitre. Quand on parle des jeunes hommes de 18 à 21 ans, c'est majeur dans le contrôle et souvent, c'est la perte de contrôle où les gens vont se faire blesser gravement et même mourir. Mon fils est en train de compléter ses cours de conduite et je le fais conduire avec moi beaucoup. Et c'était important pour moi d'aller chercher le plus rapidement possible d'expérience. À 16 ans, tout de suite, c'était important d'aller chercher de l'expérience, puis de l'encadrer, puis de suivre, tout ça. Mais je passe mon temps à répéter, de faire attention, va pas trop vite. Surtout les gens au début. Un conseil que je peux donner les jeunes, vous les avez pas, les réflexes. Vous les avez pas. Vous allez trop rapidement, ça va vous arriver dans la figure, puis vous n'aurez pas le réflexe, vous n'aurez pas la bonne réaction. C'est sûr que vous ne l'aurez pas parce que vous n'avez jamais vécu ça. Le bassin comme il faut, surprends-toi pas, on embarque sur la civière. Ça va commencer à bouger, là, surprends-toi pas, on va te revirer sur le dos tranquillement. Tu peux baisser ce bras-là, vas-y doucement, c'est bon. C'est bon. Passe le bassin vers là-bas. Ouais, bien. T'as quel âge? 18 ans. OK, un autre. Oui, continue. J'ai eu un petit peu, je suis pas sûr. Qu'est-ce que c'est? Ça va, mon homme. Ça va, regarde, PO. Quand on apprend à conduire, la première fois qu'on prend une voiture, c'est infernal. On regarde partout, on shake, on a peur, on surveille. Après 4-5 fois, on dirait qu'on est devenus des spécialistes de la conduite automobile. Puis plus tu as un âge relativement bas, plus tu es invincible en plus. Okay? Puis tu crées ta personnalité sur le principe que, regarde, tu montres que tu es fort, que tu es invincible, alors la calette à l'envers, puis on part, puis on fait de la vitesse, beaucoup de vitesse. On est invincible.
Moi, je dis souvent, la réanimation, c'est le sanctuaire des invincibles. Tous les patients qui arrivent là relativement jeunes. L'alcool, ça rend plus téméraire, plus insouciant. Tu te sens pas mal bon, y a plus rien dans ton épreuve, mais dans le fond, tu te vois pas aller pantoute. Fait que tu prends des risques, ben des risques. Puis t'as moins de réflexes, ben moins de réflexes. Y en a qui préfèrent fumer aussi. Avec ton joint, tu te sens en contrôle, tu te sens cool parce que t'es plus conscient que t'es intoxiqué. Peut-être que tu roules moins vite que si t'aurais pris de l'alcool, mais t'as pas plus de réflexes, là. Tout est au ralenti. Fait que si tu mélanges alcool puis cannabis, ben t'as bien plus de risques de te retrouver dans un tombeau de tôle ou ben non d'en envoyer un autre dans le champ. C'est comme jouer à la roulette russe. Ça te tente-tu vraiment, ça? Les jeunes, ils trouvent plus facile de prendre leur véhicule à avoir consommé de l'alcool, ou en tout cas, ils semblent trouver ça plus facile que d'appeler un taxi ou de demander à un ami. Donc, on dirait que les gens ne prennent pas en considération ce que ça vaut une vie comparé à prendre un taxi. Il y a énormément d'accidents qui pourraient être évités, sur lesquels on a intervenu. Puis un accident, ça arrive tellement rapidement. Puis des fois, c'est vraiment plus grave qu'on pensait. Puis il y a des vies qui sont en jeu juste à cause de détails qui auraient pu être évités. Ce qui fait en sorte qu'une personne va accepter de prendre le volant alors qu'elle a un peu dépassé ses limites, c'est surtout le fait d'avouer qu'on en a des limites. Et ça, c'est pas facile à reconnaître. De dire, effectivement, j'ai un peu trop bu ou j'ai un peu consommé telle ou telle drogue. Socialement, c'est difficile d'avouer ça. Et souvent, c'est le propre de l'alcool et des drogues de faire en sorte que je me sens dans un état euphorique. Je me sens bien, il y a de la musique, je suis dans un environnement social où je suis chez moi en train de relaxer. Bien, c'est pas le moment pour moi de penser à mes limites. Alors que c'est là, justement, où il le faudrait. As-tu déjà réfléchi à l'impact qu'aurait ta mort sur ta famille, tes amis, ta blonde ou ton chum? Parce que perdre quelqu'un qu'on aime, ça aussi, ça change une vie, là. Tu l'as peut-être déjà vécu, comme moi. Si pour toi, la vie, elle vaut pas grand-chose, là, ben pense au moins à celle des autres. Parce que t'es pas tout seul sur la route. T'as une responsabilité qui vient avec ton permis de conduire. Fait que si tu tues ou tu blesses quelqu'un, là, ben tu vas avoir à vivre avec les conséquences et la culpabilité pour le reste de tes jours. Tu vas être le responsable, le coupable. Puis tu pourras pas revenir en arrière pour recoller les morceaux, là. Puis la honte, les regrets, ça changera rien. Ça va devenir ton handicap à toi. Puis ça aussi, ça change une vie. Fait que le pouvoir de tout changer, là, c'est maintenant que tu l'as. Y a pas de reset là-dessus, là. Oui. À gauche. 1, 2, 3, go. OK, on va enlever votre planche, s'il vous plaît, mesdames. Bougez pas. Tassez votre civière, on enlève la planche. Étomidate, 25. Yes. Annexine, ça. On est en train d'arrêter. T'es en train d'arrêter? Elle respire plus. Bon. Appelle-moi tout de suite pour un taco cérébral. Oui. C'est beau, la gang? Tu n'avais rien installé ici, Jean? Non, on est parti. Incroyable. Normalement, on conduit notre automobile avec l'état mental dans lequel on est. Hein? Les états mentaux, ça peut être le fait de quoi tu penses. Si t'es ton téléphone cellulaire, si t'es en état d'ébriété, si t'as de la drogue, et de la drogue, il y en a beaucoup. Si tu t'endors, t'as pas l'état mental là, adéquat pour conduire un véhicule automobile. Malheureusement, le monde conduit tout leur automobile, même s'ils s'endorment. Il veut toujours aller plus vite, plus vite, plus vite, plus vite, plus vite. C'est rapide, hein? Un impact, normalement, là, la durée d'un impact lors d'un accident d'automobile, c'est de 100 millisecondes. C'est la vitesse d'un clin d'œil. Alors, tu vois bien, un clin d'œil plus tard, l'impact est fait. Puis ça dépend, bien entendu, de l'intensité de l'impact, l'énergie cinétique qui a été développée. Puis là, tu vas avoir des lésions. Et voilà. C'est massif.
DHS puis un colectomie. On a une grosse hémorragie intracérébrale du côté droit. Puis avec son cerveau qui est tassé un petit peu vers la gauche, là. C'est majeur, ça. Ce matin, malheureusement, ça démontrait une hémorragie massive au niveau cérébral. Puis ça a fini avec, bien entendu, discussion avec la famille, puis aucune manœuvre. Neurochirurgie ne pouvait rien y offrir. Alors, dans ce contexte-là, ils ont parlé de dons d'organes, ça a été accepté. Alors, les équipes de dons d'organes sont en train de s'affairer à rencontrer la famille, voir un petit peu comment ça va procéder. Alors, si vous avez un patient qui, malheureusement, comme on a eu aujourd'hui, un patient qui finit avec un don d'organes, ça a été un petit peu plus difficile pour la famille, bien entendu, là. Alors là, c'est de expliquer un petit peu qu'est-ce qui est arrivé lors de l'accident, parce que les familles ne savent pas ce qui est arrivé, comment c'est arrivé l'accident. Alors, suite aux conversations avec les ambulanciers, on peut donner un résumé de ce qui est arrivé sur les lieux de l'accident comme tel. Il faut comprendre que c'est un accident, donc on ne s'attendait pas à ce que la personne va décéder. Pour leur annoncer ça immédiatement là, que leur fille de 15-16 ans là, s'est tuée lors d'un accident d'automobile. C'est comme s'ils venaient complètement déconnectés avec la réalité. D'autres familles, là, d'autres membres de la famille qui vont commencer à être violents, agités, vont donner des coups de poing dans les murs. On a même des marques ici dans les murs suite à des réactions violentes. Un impact, ça dure à peu près 3 secondes, avec le choc, la tôle qui plie, puis l'arrêt complet de l'auto. Après ça, c'est suivi d'un silence de mort. Si tu reprends tes esprits, là, tu connais pas encore l'étendue des dommages, puis t'imagines le pire. Puis trop souvent, c'est le pire qui arrive. La mort, c'est irréversible. Mais il y a aussi des blessures avec lesquelles tu vas devoir apprendre à vivre. Je me suis réveillé à l'hôpital le 26 avril 2006, à midi. La première personne que j'ai vue, c'est un médecin puis mon père. Puis j'ai senti que ma jambe droite était glacée, comme si j'avais un engourdissement trop intense. Puis je leur demandais de la déplacer, mais c'est là que l'urgentologue est venu me voir puis il m'a dit que la jambe était obligée de l'amputer. C'est sûr que les gens qui ont subi un accident de la route et qui ont une amputation, c'est un choc, c'est un traumatisme. Eux, quand ils sont partis le matin, ils n'ont jamais pensé qu'ils allaient finir la journée avec un membre en moins. Ou des fois, même à l'hôpital, ils tentent de garder le membre et à un moment donné, on en vient à la situation qu'on doit faire une amputation. Donc, ces gens-là, ils sont un peu... C'est le désarroi, là. C'est sûr qu'ils vont en parler de l'accident. Ils vont parler de ce qu'ils se rappellent. Il y en a qui se rappellent de rien non plus ou à peu près de rien. Mais les gens vont en parler. Ils ont besoin d'en parler. C'est un choc. Puis regardez ce que j'ai vécu. Moi, ce que je me rappelle, c'est que dans l'accident, je voyais mon ami à côté de moi qui s'étouffait dans son sang. Je l'ai détaché, mais moi, mon pied était pris. J'essayais de me sortir de là. J'étais inconscient, mais en même temps, je bougeais dans mon inconscience. Le policier qui m'a sorti de là, il m'a dit que je parlais, que je réussissais à cracher du sang sur lui. Mais je me rappelle aucunement de ça. C'est avec des gens comme les policiers puis la psychologue qui m'ont fait revivre des flashs pour réussir à reconstituer le fil de l'histoire. Suite à un accident de la route, fréquemment, ce qu'on voit, c'est un syndrome de stress post-traumatique. Donc, la personne, ça se voit pas, mais elle vit énormément d'anxiété. Elle peut avoir des flashbacks en lien avec l'accident, faire des cauchemars. Son niveau d'anxiété devient tellement élevé que la personne n'est plus fonctionnelle dans les différentes sphères de sa vie. On doit s'adapter à une nouvelle situation, puis on va vivre une période de deuil. Surtout les personnes amputées, le deuil d'un membre, mais le deuil aussi d'activité.